Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Au menu ce soir, la défense d'un droit essentiel. Un droit qui est pourtant encore et toujours remis en cause, attaqué un peu partout à travers le monde, en Europe et même en Belgique. On s'intéresse ce soir au droit à l'avortement. Un site internet vient de voir le jour à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour le droit à l'IVG ce 28 septembre, www.avortement.eu. Il expose de façon très claire et visuelle les atteintes au droit à l'avortement à travers l'Europe. On y voit en vert la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, l'Islande ou encore le Royaume-Uni. Des pays où l'accès à l'avortement est garanti. Et puis ça se complique avec les pays en orange et rose, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, l'Italie et d'autres. Et enfin, entre les deux, des pays comme la Belgique où l'accès à l'avortement est garanti, mais où le cadre légal pourrait être beaucoup plus progressiste. On décrypte tout ça avec nos deux invités ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors en studio, nous accueillons tout d'abord Lucie Baridez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée d'études et de stratégie au Centre d'Action Laïque, coordinatrice également de la plateforme Abortion Rights. Et par téléphone en direct depuis Londres, nous accueillons Lana Chop. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'Institut 8 Mars, organisation slovène à l'origine du mouvement Ma Voix, Mon Choix. Alors vous nous l'expliquerez tout à l'heure, Lana, mais vous avez réussi à récolter 1,2 million de signatures à travers l'Europe pour exiger un avortement sûr et accessible. On en parlera dans un instant. Mais je me tourne d'abord vers Lucie Baridez, donc en studio. Donc en Europe, plus de 20 millions de femmes n'ont pas accès à l'avortement, en tout cas pas un accès sûr. Est-ce que le site avortement.eu a pour objectif justement de rendre visibles ces difficultés? Mais oui, tout à fait. C'était vraiment l'objectif de la création de ce site web. C'était de faire un outil qui est clair, accessible, facilement utilisable pour donner une information fiable sur l'accès réel au droit à l'avortement en Europe. Alors, je parle d'accès réel parce qu'on a à la fois fait un état des lieux des législations par pays, mais on a aussi pris la température du contexte politique propre à chaque pays et aussi de ses effets sur la pratique et donc le réel accès sur le terrain. On a constaté, donc, à l'issue de la création de ce site web, qu'il y avait une très grande disparité au niveau de l'accès réel à l'IVG au sein de l'Europe, avec des pays qui ont des législations très progressistes, qui vont dans le sens notamment de nos revendications, donc un allongement du délai à 18 semaines pour pouvoir avorter, pas de délai d'attente obligatoire, pas de sanctions pénales à l'égard des femmes. Il y a des pays qui ont des législations similaires à la Belgique, donc avec un délai d'attente obligatoire, un délai légal pour avorter à 12 semaines, des sanctions pénales, mais où il y a aussi une forte restriction d'accès sur le terrain parce que des médecins refusent de plus en plus de pratiquer des avortements suite notamment à l'influence de discours d'extrême droite, anti-choix, religieux, voilà, qui stigmatisent et qui criminalisent encore l'avortement. Mais c'est le cas par exemple en Italie. Près de 3 professionnels de santé sur 4 refusent de pratiquer des IVG pour des raisons de conscience. Donc c'est-à-dire que la loi en elle-même n'est pas problématique, c'est sur la pratique, sur le terrain qu'il y a un problème. Oui, donc la loi en Italie est quand même déjà un peu problématique. On ne peut quand même avorter que jusqu'à 90 jours, donc c'est moins de 12 semaines. Il y a aussi un délai de réflexion de 7 jours, enfin un délai d'attente. C'est le délai le plus long en Europe pour pouvoir accéder à un avortement, donc délai d'attente le plus long. Ensuite, il y a la Belgique où nous, on a un délai de 6 jours. Et donc oui, la législation est déjà pas très favorable, mais en plus, récemment, Giorgia Meloni a pris des mesures pour stigmatiser davantage l'avortement, notamment en autorisant des mouvements anti-choix à pénétrer à l'intérieur des centres hospitaliers et centres de planning pour donner de la fausse information aux femmes afin de les dissuader d'avorter. Alors peut-être encore juste une remarque sur justement ces pays qui sautent aux yeux quand on regarde la carte sur le site. Il y a 2 pays pour moi qui sautent vraiment aux yeux, c'est Malte et la Pologne, parce que là par contre on a vraiment un véritable problème avec un avortement qui est quasiment interdit.
Oui, et en Pologne, il y a déjà eu le décès de plus de 6 femmes, en tout cas depuis 2020, parce que l'avortement est quasiment interdit. Les seules exceptions, c'est la mise en danger de la vie de la femme ou des complications au niveau de la viabilité du fœtus. Sauf que ce qu'on a vu sur le terrain, c'est qu'en fait, les médecins ont tendance à plutôt essayer de privilégier le sauvetage, entre guillemets, du fœtus plutôt que la vie de la femme. Et donc, quand une femme fait une fausse couche en Pologne qui n'est pas terminée, donc une fausse couche qui a des complications, les médecins souvent ont tendance à attendre la dernière minute pour pratiquer l'avortement en tant que tel, et ce qui a causé des septicémies et le décès donc de nombreuses femmes. Alors, Lana Tchop, est-ce que c'est en voyant l'augmentation de toutes ces atteintes au droit à l'IVG dans plusieurs pays d'Europe que vous avez voulu vous mobiliser avec ce mouvement Ma voix, mon choix, My voice, my choice? Oui, tout à fait. Donc, moi, je viens de Slovénie où l'accès à l'avortement est inscrit dans notre constitution. Mais comme Institut 8 mars était toujours actif sur le droit reproductif, on était très, très inquiétés quand on a vu le développement aux États-Unis en juin 2022 à propos de Roe versus Wade. Et c'était à ce moment-là qu'on avait pensé qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger l'accès à l'avortement dans l'échelle européenne, pour que l'Europe ne va pas suivre les États-Unis. Et donc, on savait pour toutes les raisons que Lucie avait très bien expliquées qu'il y a 20 millions de personnes à l'Europe qui n'ont pas l'accès. Et donc, c'est nos collègues, nos amis juristes qui ont regardé est-ce qu'il y a l'opportunité pour protéger cet accès dans le niveau européen. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé la solution dans le mécanisme qui s'appelle Initiative citoyenne européenne. Donc, c'est-à-dire cette initiative citoyenne européenne, vous avez remis, le 1er septembre dernier, vous avez remis officiellement à la Commission européenne ce document avec plus d'1,2 million de signatures. Et ce document, il exige que l'Union européenne fasse tout ce qui est en son pouvoir pour garantir un avortement sûr et accessible à tous, c'est ça ? Oui, exactement, c'est ça. En fait, nos juristes ils ont trouvé la solution dans l'établissement dans le nouveau mécanisme financier qui pouvait donc financer l'avortement dans les pays où ça c'est possible pour les personnes qui viennent de pays où l'accès n'est pas garanti. C'est ça. Donc, vous voulez en fait pousser les pays à intervenir financièrement pour garantir cet avortement ? En fait, c'est pas pousser les pays, c'est d'établir un mécanisme financier sur lequel les pays peuvent faire partie volontairement. Donc, ça s'appelle mécanisme opt-in. Cet mécanisme financier peut financer l'avortement dans les pays où ça c'est légalement possible pour les personnes qui viennent des pays où l'accès n'est pas garanti. D'accord. Donc, il pourrait aller dans d'autres pays à partir du moment où le pays dans lequel vous vivez n'autorise pas l'avortement, ça vous permettrait d'aller dans un autre pays où c'est possible. Donc, on l'a dit, cette initiative, elle a recueilli 1,2 million de signatures. Comment vous avez réussi à mobiliser dans tous les pays sur cette cause ? Donc, je pense pour commencer avec beaucoup, beaucoup de travail. Et on était très actifs en ligne et aussi dans le terrain. Donc, on avait mobilisé les personnes, on avait travaillé avec les ONG, avec les associations féministes dans toute l'Europe, mais aussi on avait donné l'opportunité à citoyens, peut-être les citoyens qui n'ont pas connectés avec les associations dans leur quotidien, mais qui voudraient qu'ils ont été intéressés de faire partie de campagnes. On avait ouvert
les communautés WhatsApp dans chaque pays membre de l'Union européenne. On avait organisé plein d'activités, des journées de collection de signatures, les événements. Donc on était très actifs dans le terrain, mais aussi on était très actifs dans les réseaux sociaux, surtout sur notre Instagram. On fait plus de 50 posts par journée sur Instagram. Après, on travaillait vraiment aussi avec les communautés locaux et on est juste très, très actifs sur ça. Est-ce que vous avez réussi à toucher toutes les générations? Parce que c'est vrai qu'on dit aujourd'hui que on a le sentiment parfois qu'auprès de la jeune génération, on a le sentiment que c'est un droit qui est acquis, que c'est pas nécessairement, il faut pas toujours se battre pour le droit à l'avortement parce que c'est OK, on y a droit. Est-ce que vous avez réussi à mobiliser aussi les plus jeunes générations sur cette cause? Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça la beauté de notre mouvement, qu'on avait vraiment réussi de faire un mouvement qui regroupe plein de générations différentes. On avait travaillé avec des jeunes, aussi on avait travaillé avec on avait les groupes de grands-parents qui ont s'activé en cadre de cette campagne. Et en fait, oui, on sait que le droit, et aussi les jeunes, ils savent que le droit il est acquis dans pas mal de pays, mais avec le montée d'extrême droite partout dans le monde, aussi dans l'Europe, on sait que ce droit, il peut être vite fait perdu, et donc il faut faire tout pour le protéger. Lucie Baridez, il y a cette initiative citoyenne européenne. On sait qu'au niveau du Parlement européen, le Parlement avait donc adopté en avril 2024 une résolution pour inclure le droit à l'IVG dans la charte des droits fondamentaux. Donc au niveau européen, il y a quand même des choses qui bougent, mais on sent que c'est difficile. Est-ce que vous avez le sentiment peut-être que cette initiative, elle pourrait peut-être faire bouger plus les choses que le reste? Mais oui, ça me semble vraiment intéressant et le CAL a d'ailleurs soutenu l'initiative de My Voice, My Choice. On a relayé également la pétition pour obtenir des signatures au niveau de la Belgique. Pourquoi? Oui, parce que ça nous semble vraiment être un mécanisme très intéressant dans le sens où, comme Lana l'a dit, les États membres s'engagent volontairement dans ce mécanisme de solidarité. Alors que la reconnaissance du droit à l'avortement comme un droit fondamental donc dans la charte européenne, ça demande l'accord de tous les pays de l'Union européenne. Or, on sait qu'on n'obtiendra pas l'accord de la Pologne ou de Malte, étant donné qu'ils restreignent, ils interdisent l'avortement sur leur territoire. Oui, donc ça veut dire que ça permet effectivement un mécanisme de solidarité et de contrer cette montée de l'extrême droite dont Lana parlait aussi, cette montée de nationalisme, cette montée de courants religieux dans certains pays. Ça permet un peu de contrer tout ça? Ça permet de le contrer d'une certaine façon, mais je dirais que ça engage aussi les pays qui sont progressistes sur la question de l'IVG à prendre leurs responsabilités et à faire preuve de solidarité à l'égard des femmes qui n'ont pas accès dans leur propre pays. Pour autant, nous, on n'abandonne pas la revendication de faire reconnaître le droit à l'avortement comme un droit fondamental, parce qu'on pense que ce serait un signal très fort que l'Union européenne enverrait à d'autres régions du monde, comme les États-Unis, en montrant que chez nous, on considère que la vie et la santé des femmes passent avant des considérations d'ordre idéologique qui visent à interdire l'avortement. Oui, et c'est vrai qu'on vous l'avez déjà un peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'au-delà des législations, il y a vraiment des pressions religieuses, des pressions politiques. Je regardais sur le site internet dans différents pays. Je voyais par exemple, vous donniez des exemples. En Hongrie, les femmes, elles doivent écouter les battements de cœur avant de pouvoir avorter. Donc on a dit en Italie, les groupes anti-choix peuvent accéder aux cliniques d'avortement. Ça veut dire qu'il y a quand même des mouvements qui semblent un peu organisés aussi en Europe pour attaquer les droits existants. Ah oui, complètement. Comme vous le dites, ce sont des mouvements organisés qui sont très financés également. Il y a beaucoup d'études qui font état des financements de ces mouvements-là. Et c'est assez colossal. Ils ont plus de moyens que les mouvements comme nous qui défendons le droit à l'avortement et en l'occurrence surtout le droit à choisir et à vivre une vie de façon autonome. Et c'est un vrai risque en termes d'accès au droit, l'effet de ces mouvements, parce qu'ils visent vraiment
à changer les mentalités des gens, à stigmatiser davantage l'avortement, à remettre un peu dans la tête des gens que c'est quelque chose de mal, que c'est un crime, que quand même, il faut privilégier la vie, etc. C'est un argument complètement bateau parce qu'en fait, on se rend compte aussi que ceux qui sont anti-choix, anti-avortement, en fait, ils sont pas pour la vie, ils sont contre la vie des femmes, vu que des femmes décèdent toujours des suites de manque d'accès à l'avortement ou des suites d'avortements clandestins. Mais donc ils visent vraiment à changer les mentalités et ça a des effets parce que les femmes, dès qu'elles sentent qu'elles peuvent être jugées, stigmatisées par leur entourage, elles vont pas oser passer la porte d'un médecin pour demander à recourir à l'IVG. On l'a déjà évoqué, mais il y a de plus en plus de médecins dans certaines régions d'Europe qui refusent de pratiquer l'avortement. C'est parfois pour des raisons idéologiques, mais c'est aussi parfois par peur, parce que les législations sont pas claires et ils ont peur en fait des sanctions, parce qu'il y a toujours des sanctions pénales à l'égard des médecins en Belgique, mais dans d'autres pays européens également. Et donc certains médecins n'osent pas s'engager parce qu'ils ont peur des répercussions. Lana Chop, oui, je vous laisse réagir. Ouais, je voudrais juste peut-être rajouter sur un point que Lucie elle avait mentionné à propos du fait que le mouvement d'extrême droite, en fait, ils sont très, très, très bien connectés à travers de différents pays. En fait, ils sont connectés, ils parlent entre eux, ils partagent leurs meilleures stratégies. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont créé une grande force. Et en fait, c'est aussi pour ça, pourquoi pour nous, la création de mouvements, de communauté, de Ma Voix, Mon Choix, c'est aussi important parce que ça essaie de faire l'autre, ça essaie de montrer qu'en face, il y a aussi un mouvement. Exactement, donc de se connecter, qu'on ne reste pas que dans notre pays, mais on travaille à travers des frontières, qu'on grandit la communauté, et c'est comme ça qu'on est plus fort, qu'on travaille ensemble dans la solidarité. C'est comme ça s'il va avoir il y a un problème en Pologne, c'est toute l'Europe qui peut réagir, qui peut bouger et qui donne donc une pression aussi politique sur la Pologne. Et comme ça, c'est la problématique qui ne reste pas que dans leur pays. Et est-ce qu'au niveau du mouvement Ma Voix, Mon Choix, vous avez subi des pressions à certains moments, des difficultés justement de ces groupements ultra-conservateurs, on va dire ? Donc, on n'avait pas vraiment les attaques, directes sur nos bénévoles qui ont travaillé dans le terrain. On avait vu quelques stickers anti-avortement sur nos stands. Mais ça qu'on avait observé, c'est que c'est assez difficile de se faire entendre dans les réseaux sociaux. On sait on sait que l'algorithme, en fait, il coupe les contenus qui parlent d'avortement, etc. Donc, c'est aussi dans les réseaux sociaux qu'on avait observé le shadow banning de nos contenus. Alors, Lucie Barides, j'ai quand même envie de dire quelques mots sur la Belgique, parce que donc, quand on regarde cette carte du droit à l'IVG en Europe sur le site www.avortement.eu, on voit que la Belgique, elle est en jaune, c'est-à-dire c'est un pays où on a accès à l'avortement, mais sous conditions. Or, on présente souvent la Belgique comme un pays progressiste sur les questions éthiques. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne l'est pas tellement sur le droit à l'avortement ? Ah oui, non, même pas du tout. Elle est complètement en décalage par rapport à des pays qui ont des politiques volontaristes, progressistes en termes d'accès à l'avortement. Donc les Pays-Bas, la Suède, les Royaumes-Unis qui sont en Europe mais plus dans l'Union européenne. Le Danemark aussi qui récemment a allongé le délai à 18 semaines. Et à côté de ça, en Belgique, on a un rapport d'experts qui nous recommande
supprimer en fait toutes ces conditions restrictives à l'avortement en Belgique. Alors peut-être juste un mot sur le rapport d'experts. Donc c'est un rapport de scientifiques, d'experts, de toutes origines qui avait été commandité par le précédent gouvernement. Et donc ce rapport effectivement préconisait une série de choses et notamment l'allongement du délai. Oui, l'allongement du délai à minimum 18 semaines, la suppression du délai d'attente obligatoire, la suppression des sanctions pénales aussi à l'égard des femmes. En fait, on voit qu'il y a plein de pays en Europe qui ont déjà appliqué certaines de ces recommandations. En France, par exemple, il n'y a pas de sanctions pénales à l'égard des femmes qui avortent. Il n'y a pas non plus de délai d'attente obligatoire. Au Luxembourg, c'est pareil. Il n'y a pas de délai d'attente obligatoire. Aux Pays-Bas non plus. Et on peut avorter jusqu'à 22-24 semaines. Et donc, on voit que la Belgique, par rapport à ces pays-là, elle est, comme j'ai dit, complètement en décalage, alors même qu'on a un consensus scientifique qui nous permettrait d'améliorer la loi, mais aussi de rejoindre les pays d'Europe qui montrent en fait la voie pour que l'Europe se constitue comme rempart face à la montée des idées réactionnaires d'extrême droite qui tendent à criminaliser l'avortement et donc à restreindre l'autonomie des femmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est temps vraiment de consolider la loi actuelle, c'est d'aller plus loin pour la consolider ? Mais c'est une urgence et c'est même une responsabilité que nos politiques doivent prendre. C'est indispensable, en fait. Il y en a marre de se tourner les pouces, d'attendre qu'il y ait un consensus entre les partis de la majorité, alors même qu'il y a un consensus scientifique, qu'il y a une majorité au Parlement pour améliorer l'accès à l'avortement en Belgique et donc la loi. Et qu'en plus de ça, il y a plein de pays en Europe qui emboîtent le pas vers une consolidation de leur législation, alors qu'en Belgique, on l'a consolidée une fois depuis la dépénalisation partielle en 1990, qui était déjà une dépénalisation très tardive par rapport à la France, où ça s'est fait dans les années 70, et dans d'autres pays aussi en Europe. Ils étaient bien avant nous. Donc non, la Belgique n'est pas du tout progressiste sur l'avortement. Il faut arrêter de donner cette image-là. Lana Tchop, par rapport à l'initiative citoyenne européenne, où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Donc ça a été remis officiellement à la Commission début septembre. Quelles sont les suites ? Oui, donc au 1er septembre, on avait porté les signatures ils ont été vérifiées dans chaque pays membre. Donc là, les signatures sont avec la Commission européenne. On va avoir les réunions avec eux dans quelques jours pour parler avec eux de notre initiative. Après, jusqu'à fin d'année, on va avoir un hearing dans le Parlement européen. Et après, la Commission doit nous donner les réponses jusqu'à mars l'année prochaine. Et donc, une fois qu'il y a la réponse, c'est-à-dire que la réponse, ça peut être oui, ok, on lance le mécanisme, ou si c'est non, il faut donner des arguments, j'imagine. Oui, exactement. En fait, la réponse, ça peut être oui, et on va trouver la manière comment le mettre dans la législation européenne. Ça peut être aussi oui, mais pas tout à fait comme vous voulez, on peut faire l'autre chose. Et le troisième, ça peut être non, mais dans cette option-là, il faut que l'Union européenne explique bien pourquoi. Lucie Baridez, cette initiative, elle a donc recueilli 1,2 million de signatures à travers l'Europe. Vous disiez qu'ici en Belgique, il y a une volonté claire des scientifiques et de certains partis de faire évoluer la loi. Les personnes qui travaillent en planning aussi, qui sont sur le terrain, elles demandent cette consolidation de la loi. Et enfin, au niveau des citoyens, la volonté, elle est là également. Amnesty International a publié un sondage cette semaine sur le droit à l'avortement en Belgique. Alors, je vous invite à vous rendre sur le site d'Amnesty pour voir l'entièreté des résultats. Il y a plusieurs chiffres intéressants, mais j'ai envie d'en pointer un seul ici. 92,5% des personnes sondées se disent personnellement en faveur du droit à l'avortement. Comment, du coup, Lucie, on peut expliquer que ça bloque toujours ? Moi, je ne l'explique pas. En fait, ça bloque parce que quelques partis, en l'occurrence des partis nationalistes, chrétiens, conservateurs, bloquent le dossier pour des raisons purement idéologiques. En Belgique, le spécialiste, c'est le CDNV,
qui n'a eu de cesse de bloquer le dossier dans chacun des gouvernements où ils sont montés. Ça a été le cas sous la précédente législature et c'est le cas encore aujourd'hui. Ils bloquent le dossier vraiment pour des raisons idéologiques. Oui, donc on est vraiment dans l'idéologie, on n'est pas dans le concret, dans la pratique et dans comme finalement la réalité des femmes aujourd'hui. Mais oui, parce que c'est eux qui avaient, donc c'est le CDNV qui avait demandé ce fameux rapport d'experts dont on a parlé. Et une fois que les recommandations ont été publiées, ils se sont retirés en disant « Ah non, nous on n'est pas d'accord avec les recommandations scientifiques. On ne veut pas aller au-delà de 14 semaines. » C'est absurde, c'est complètement absurde, alors que toutes les études montrent qu'on peut aller même jusqu'à 24 semaines, en fait. 18 semaines, c'est déjà le fruit d'un consensus entre les scientifiques qui ont établi ce rapport. Et en plus, on voit que d'autres pays appliquent des délais plus longs. Je l'ai dit, il y a le Danemark, la Suède, où c'est 18 semaines, Pays-Bas, où c'est 24 semaines. En fait, on pousse les femmes belges à se rendre à l'étranger pour pouvoir avorter et à faire quelque chose librement dans un pays voisin, alors que chez elles sont considérées comme des criminels, quoi. C'est absurde. Lana Chop, peut-être juste une... Oui, dites-moi. Je vais rajouter un pensée ici, c'est que aussi les politiciens, souvent, ils instrumentalisent l'avortement pour faire comme si la population est très divisée sur cette question, qu'en fait, on sait que dans l'Europe, les populations soutiennent majoritairement l'accès à l'avortement. Donc, c'est souvent aussi vraiment utilisé pour faire la polarisation dans la société. Oui, on voit que même en Pologne, où c'est compliqué, en fait, il y a un soutien des femmes, il y a des mouvements de femmes qui soutiennent finalement. Donc, il y a quand même un mouvement dans la population, mais ça ne se traduit pas dans la réalité, quoi. Ça ne se traduit pas dans la loi ou dans les faits. Tout à fait. Et c'est pas que des femmes, c'est vraiment là aussi. Dans notre mouvement, on avait des hommes, on avait des jeunes, on avait toutes les différentes communautés qui sont engagées sur cette question. Alors, je vais juste rappeler quelques informations. Donc, le site internet, donc www.avortement.eu. Là, on peut trouver donc cette carte avec le droit, une espèce de cartographie du droit à l'avortement en Europe, où on voit chaque pays, la législation de chaque pays. Et j'imagine que ça va être mis à jour régulièrement, une fois s'il y a des évolutions dans un sens ou dans un autre. Oui, tout à fait, c'est le but. C'est le but. Alors, évidemment, le site internet aussi de myvoice-mychoice.org. Donc là, on peut suivre l'évolution de cette initiative citoyenne européenne. On va voir évidemment dans les prochains mois de voir ce que la Commission finalement fait de cette initiative citoyenne. Et alors peut-être une dernière chose, c'est que je vous invite à aller voir un reportage que l'on a réalisé pour notre émission télé Libre Ensemble. Il a été diffusé sur la Une cette semaine. Vous pouvez le retrouver sur Ovio ou sur notre site internet libreensemble.be. C'est un reportage qu'on a réalisé au planning familial de Rochefort. On a suivi 2 médecins qui nous parlent d'IVG avec beaucoup de liberté, de bienveillance, d'humour aussi, pour que ce ne soit plus un tabou. Et donc, ça nous parle de transmission aussi, d'expérience. Voilà, c'est un reportage que je vous recommande pour voir un peu comment ça se passe aujourd'hui dans les plannings et comment se passe aussi la formation des médecins, parce qu'on en a un peu parlé, mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de trouver des médecins qui pratiquent l'avortement. Merci beaucoup Lucie Barides, merci Lana Chop et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.